table ronde de la Journée internationale de la médiation professionnelle. Donc, dans les prochaines minutes, nous vous proposons d'appréhender la question de la place de l'enfant et de sa parole dans le monde judiciaire. Donc, à mes côtés, j'ai la chance d'être entourée de 4 intervenantes et oui, nous sommes un plateau 100 féminin, c'est rare pour être souligné, que je vais m'empresser de vous présenter. Donc, premièrement, j'ai à mes côtés maître Anne-Séverine Godet, donc Bonjour. avocate, au bureau d'Avignon et présidente de l'association SOS Avocats d'enfants sur lesquels peut-être vous pourrez nous dire 2 mots, tout à l'heure. Ensuite, nous avons aussi Estelle Titeux, donc qui est chef, d'établissement au LEAP, Mazabielle de Verney-Chaménane, donc qui est un lycée, d'enseignement agricole privé, situé dans le Puy-de-Dôme, et qui propose, un dispositif innovant pour accompagner, des enfants, des jeunes en difficulté sociale, relationnelle, familiale ou scolaire et Estelle nous en dira un peu plus aussi, au cours de cette table ronde. Et nous avons aussi Isabelle Maillard, qui est médiateur, professionnel et Myriam Rimbaud-Fougère qui est aussi médiateur professionnel et élu de La République. Peut-être avant de laisser la parole à nos intervenantes, quelques mots d'introduction. Je voulais effectivement souligner que voilà, on assiste depuis plusieurs, semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années à un mouvement de libération de la parole et ce mouvement de libération de la parole n'a pas fait la sourde oreille à ce que les enfants ont aussi à nous dire, puisque que l'on songe au scandale d'inceste, ou d'abus sexuels sur mineurs au sein de l'Église. La parole d'enfant, souvent devenue grand, a été, libérée, elle aussi. Et cette libération de la parole s'accompagne de plus en plus aussi d'une écoute croissante, des mots, mais aussi des mots MOTS, des enfants. Donc que l'on songe à la défenseure des droits, qui a alerté sur la santé mentale, des enfants récemment, ou un rapport rendu récemment aussi, le 20 novembre dernier à Adrien Taquet, par Gauthier Arnaud Melchior, qui est un ancien enfant placé. Jamais on se rend compte que jamais la parole des enfants, n'a été aussi, prise en compte. Pourtant, beaucoup de choses, restent à faire encore, pour, justement accorder aux enfants, la place qui leur revient et pour accorder à leur parole la place qui leur revient. Donc l'idée, pendant cette table ronde, c'est de s'interroger, pour aider, pour voir comment on peut aider, les institutions en général et l'institution judiciaire en particulier, à adopter le point de vue des enfants. Comment les médiateurs professionnels, mais aussi d'autres professionnels que sont, les avocats, mais aussi, les professionnels de l'enseignement, peuvent se positionner pour rétablir justement le lien de confiance entre les enfants et des institutions qui, très souvent, les ont aussi un peu malmenés et qu'ils ont aussi, participé ou contribué, à malmener. Mais avant de répondre à toutes ces questions qui sont assez vastes, je vous l'accorde, j'aimerais, qu'on fasse un rapide état des lieux. Donc je vais me tourner d'abord, vers vous maître Godet, et justement vous demander, aujourd'hui, quelle place au sein de l'institution judiciaire, quelle place est faite réellement, à l'enfant? Et quel regard vous portez en tant que présidente, justement d'une association comme SOS Avocats d'enfants et qui plus est, vous êtes formée aussi à la médiation, donc voilà, quelle place quel regard vous portez sur cette place, accordée, aux enfants? Alors oui, moi je pense que le principe premier, c'est de savoir que toute parole d'enfant est précieuse. Et donc cette parole dans le monde judiciaire, elle doit être soutenue parce que le monde judiciaire, il est complexe, il a ses codes, son langage et ses pratiques. Donc s'il est de la responsabilité de tout adulte d'accueillir la parole des enfants, nous en tant que professionnels, on doit non seulement l'accueillir, mais aussi la recueillir et même l'orienter. Donc, notre présence, elle n'est jamais anodine. La révélation d'un fait par un enfant suppose tout un environnement et c'est cet environnement que nous créons pour permettre la libération de la parole de l'enfant. Vous l'avez fait justement remarquer, bon nombre d'enfants devenus majeurs parlent, se libèrent. Il y a nombre d'accusations qui sont faites grâce à la suspension de la prescription pendant la minorité. L'enfant mineur le mineur victime devenu majeur peut s'exprimer, déposer plainte sur ce qui s'est passé dans son enfance, mais d'ores et déjà, l'enfant mineur a toute une capacité processuelle qui va être déterminée en fonction du monde judiciaire auquel sa parole va être destinée. Alors moi, je fais les grandes distinctions. Vous avez le pénal, vous avez le civil. Au pénal, vous avez le mineur délinquant
qui lui est obligatoirement assisté d'un avocat et qui va être en présence de ses parents qui ne sont que responsables civilement. Et puis vous avez l'enfant victime, partie civile, qui lui va être représenté par les titulaires de l'autorité parentale ou de l'organisme à qui il est confié, ou encore de l'administration ad hoc en cas de conflit d'intérêts avec un parent. Donc le but au pénal, c'est d'être au plus proche de la révélation des faits, de faire en sorte que le discours ne soit pas pollué par l'environnement ou même par les réactions des adultes qui reçoivent la parole de l'enfant. L'enfant a toute sa place et doit être à sa bonne place. Au civil, vous avez la grande dichotomie juge aux affaires familiales, juge des enfants. Devant le juge aux affaires familiales, la parole de l'enfant, elle est soit requise, soit admise. Elle va être requise quand le consentement de l'enfant est déterminant, qu'il a un droit de veto en matière d'adoption, en matière de changement de nom. Et puis vous avez devant le juge aux affaires familiales toujours, lorsque sa parole est seulement admise. Il n'est pas là en matière d'instruction pour témoigner des torts et griefs des parents, ça c'est pas son rôle, mais il a un droit autonome d'être entendu, d'exprimer ses sentiments dans les situations qui le concernent et dans la prise de décision elle-même. Et c'est là où tout a son importance, c'est que l'enfant peut pleinement s'exprimer sans être décisionnaire ni, je dirais, porter le poids de la décision. C'est le juge qui tranche, mais sa parole va être soumise au principe du contradictoire parce que ça va être un élément qui va servir à la décision. Donc, selon que l'enfant intervient, juge aux affaires familiales, sa parole va être reçue différemment. Et ensuite, vous avez le juge des enfants qui est là pour sa santé, sa sécurité, où là, l'enfant, quel que soit son âge, quel que soit son discernement, il est pleinement parti et il est entendu directement. Alors, c'est vrai qu'on a une façon, nous, d'entendre les enfants en tant qu'avocat d'enfants qui est dans un but d'orientation, c'est-à-dire je reçois une parole, qu'est-ce que j'en fais et qu'est-ce qu'on va en faire avec l'enfant. Parce que la parole de l'enfant, ça peut être une parole d'information ou de prise de renseignement, mais ça peut être aussi une parole de témoignage ou encore de participation active à son procès. Notre association, elle a la chance d'avoir une permanence tous les mercredis après-midi sans rendez-vous, gratuitement, où tous les enfants viennent. Donc, les enfants peuvent poser des questions ou parler de ce qui leur arrive et de ce dont ils ont besoin. Donc, nous, on va les entendre et là, on va se mettre à la place de l'enfant parce qu'il a son langage, sa posture, ses attentes, ses envies et ses non-envies parce qu'il y a aussi son droit au silence et son droit à être respecté dans son silence. Donc là, on est là pour l'aider à mettre en place et à bien orienter ce qu'il aura envie de dire selon ses envies, etc. Donc voilà. Le professionnel reçoit la parole de l'enfant. Je me dis toujours, la parole de l'enfant, elle est précieuse, mais elle n'est ni figée ni sacrée. On a tendance à vouloir dire la parole de l'enfant comme si il disait une seule fois et qu'on devait s'y plier ou autre. Non, l'enfant, on ne peut pas en attendre plus que d'un adulte. L'enfant, il dit ce qu'il a à dire. Et souvent, les enfants sont très cash dans ce qu'ils ont à dire parce que eux, ils n'ont pas de, comment dire, spécialement de velléité de nous faire plaisir, ils ne nous connaissent pas d'emblée, ils viennent parce qu'on est des professionnels et parce qu'ils ont une attente de nous. Alors, on pourrait dire oui, les effets miroirs, etc., bien sûr, mais en tant que professionnel, on est formé justement à cette écoute pour dire que les enfants peuvent librement s'exprimer, ne rien dire s'ils en ont envie, mais pouvoir être dûment orientés en fonction de leurs attentes. Voilà, pour faire un petit topo rapide. Oui, et justement, à vous entendre, on comprend que la vérité peut sortir de la bouche des enfants, mais qu'elle n'est pas justement à prendre, à prendre au mot, enfin, en tout cas, telle quelle et surtout, en fait, que la parole, enfin, que, l'avocat, en fait, est un ouvreur de porte et presque, finalement, que cette écoute de l'enfant est toujours un peu drivée, orientée, pour aider justement les enfants à naviguer un peu dans les méandres, d'un monde judiciaire Ben oui, qui les c'est-à-dire qu'on permet en fait d'élever la parole de l'enfant comme la parole d'un adulte. Parce que l'adulte qui reçoit la parole de l'enfant a toujours tendance à se dire « Oh, il est petit voilà. Non, si c'est exprimé par un adulte, par son avocat, ça remet déjà chacun en équilibre dans la relation et dans le poids de la parole elle-même. Voilà.
Une sorte d'égalité, OK, très bien, super. Du coup, justement, enfin, on parlait de cette place, en fait, et de faire de la place, finalement aussi à la parole, avec ces idées d'élévation au niveau de l'adulte, et c'est souvent, en fait, la difficulté qu'ont rencontré les élèves que vous accueillez dans votre établissement, Estelle, qui ont du mal justement à trouver cette écoute, à trouver de leur place même, parfois. Et justement, est-ce que, Estelle, vous pouvez nous dire peut-être, 2 mots, sur ce qui distingue en fait votre établissement, d'un établissement disons plus conventionnel, si conventionnel est le terme qu'il faut employer? Je crois, merci Marie, je crois que les informations qui viennent d'être dites sont fondamentales et moi je retiens des mots tels que retrouver sa place, sa juste place. Et notre établissement souhaite que le jeune soit pris là où il en est, avec son histoire, avec ses failles, avec ses douleurs, mais aussi avec ses compétences, avec tout ce qu'il sait. Donc, retrouver sa place, favoriser un environnement où l'échange dans la confiance avec l'adulte puisse être rétabli ou tout simplement établi, parce qu'effectivement, un grand nombre de jeunes arrivent parfois abîmés par la parole d'adulte ou par des paroles d'interlocuteurs pluriels ou multiples dans lesquels ils ne se sont pas retrouvés. Et je crois que, maître, vous avez raison dans cette distanciation aussi importante que la reformulation de la parole de l'enfant par un adulte permet aussi aux jeunes de se dire bah, je suis enfin écouté, voilà, on met des mots d'adulte sur ce que je ressens. Donc, sans prétention, notre établissement est un établissement de taille modeste qui accueille des enfants de toutes catégories socioprofessionnelles. Certains sont très abîmés par le système scolaire ou par la famille, par plein de choses. D'autres sont dans un cursus plus classique. Néanmoins, notre environnement rural favorise aussi un apaisement chez l'enfant. Je crois que pour libérer la parole, notre établissement réunit un certain nombre de facteurs qui permettent aux jeunes, justement, en écoutant leur père, tout simplement, de se dire ah tiens, voilà, lui il parle librement de choses qui peut-être moi me touchent et peut-être que je vais trouver quelqu'un qui va m'entendre. Alors je crois que c'était très important aussi de ne jamais juger, de ne jamais prendre parti dans un premier temps, mais de recueillir, d'écouter, de dire voilà, je t'entends. Et ensemble, on va trouver un interlocuteur pour ta parole, en tout cas pour qu'elle soit écoutée. Parce qu'effectivement, les enfants ont des choses, les jeunes ont des choses à dire. À nous, après, de nous entourer de professionnels, parce que voilà, notre champ se limite à l'enseignement, mais de relayer aussi la parole auprès de professionnels et de pouvoir créer un environnement qui permette aux jeunes de parler, de se libérer. Je crois que 95% de mon effectif aussi est présente des enfants internes et l'internat est un relais important aussi pour cette parole parce qu'il se dit plein de choses, même sous la douche, il se dit aussi des choses et à l'adulte de capter ou de comprendre qu'à un certain moment, une parole qui est dite comme ça, elle a du sens pour le jeune et à nous de comprendre le sens. Et ça, je crois que c'est important. Donc, un établissement rural avec un grand nombre d'adultes, mais aussi des jeunes qui, à un moment donné, parce qu'il y a du cadre, parce qu'il y a une rigueur aussi et de la bienveillance, surtout pas de l'apitoiement, mais de la bienveillance et une écoute. On crée des moments informels aussi où on peut entendre le jeune à travers un déjeuner, il se dit des choses. Et ça, c'est très important. Oui, donc on voit finalement qu'on ne peut pas organiser, complètement, enfin, la libération de la parole de l'enfant, mais qu'il y a quand même des conditions qui apparaissent, sinon, suffisantes, du moins nécessaires. Justement, Myriam, peut-être, pouvez-vous je crois que vous vouliez revenir un peu sur cette idée aussi de comment, enfin, quelles sont les conditions justement, pour instaurer aussi une relation de confiance? Parce que c'est ça aussi, et on aura l'occasion d'y revenir avec vous Estelle, mais sur cette relation de confiance avec l'enfant et justement quels sont les outils en fait qu'en tant que médiateur, on peut avoir pour restaurer cette relation de confiance? Oui,
Je vous remercie de me donner la parole. Je crois que ce qui a été dit est important. Le mot confiance est un mot qui est revenu souvent et peut-être se poser la question, en tout cas le médiateur a cela dans la tête, c'est quelle place l'enfant fait-il à la confiance? Quelle place la confiance a-t-elle dans la vie d'un enfant? Parce que automatiquement, un enfant fait confiance. C'est comme la relation humaine au départ de l'humanité, on s'entend. C'est qu'ensuite, il y a des événements qui font que il y a des difficultés, ça se complexifie et des situations qui font que la confiance va se transformer. Et c'est cette transformation de la confiance qui va partir en défiance, puis après en méfiance, eh bien, c'est ce processus qu'il faut de nouveau inverser. Le médiateur a cette responsabilité-là de faire cheminer l'enfant justement pour qu'il rétablisse, alors on appelle ça, nous, le continuum relationnel, mais je crois que c'est vraiment important de remettre les choses et alors en le faisant s'exprimer, je crois que c'est vrai par des exemples de situations difficiles qu'il a pu vivre et surtout comment il a pu surmonter les difficultés. Je crois que c'est ça aussi. Et Maître Godet l'a dit aussi, c'est pas, on ne fait pas, faut pas toujours dramatiser. Il y a aussi cette idée de, eh bien, comment on va construire, comment on va se sortir de ces situations, comment l'enfant lui-même le voit. Il réfléchit, un enfant, il ressent, mais aussi il agit. Et c'est ces trois axes dont il peut se servir et que le médiateur va lui aider aussi à se servir, à utiliser. Je crois que ça, c'est important. En tout cas, le rôle du médiateur est en ce sens. Oui, et justement, peut-être Estelle, enfin, Myriam parlait d'un cadre, enfin, de cette relation de confiance. Et vous, dans votre établissement, justement, il y a un dispositif qui est celui du tutorat, qui permet justement, qui participe de l'instauration de cette relation de confiance. Justement, enfin, en quoi ça consiste et enfin, concrètement, enfin, comment ça s'organise? Alors, lors de la semaine d'accueil qui a lieu généralement la troisième semaine de la rentrée, un certain nombre d'activités sont partagées entre les jeunes et les adultes de l'établissement, la totalité des adultes, c'est-à-dire la communauté éducative, pas seulement les enseignants, mais bien tout le monde. Et à l'issue de cette semaine d'accueil, chaque jeune choisit un adulte avec lequel il aimerait cheminer durant une année. Alors, les raisons sont multiples, hein. Il doit justifier son choix et lors d'une réunion de concertation, l'ensemble des adultes choisissent ou peuvent ne pas choisir d'accompagner un jeune parce que voilà, la relation n'a pas été établie ou la rencontre n'a pas été faite. Et chaque jeune a, durant l'année, ce tuteur qui est là vraiment dans le sens propre, hein, pour lui faire lever la tête, mais tout simplement pour aussi l'accompagner dans des décisions ou le conduire à prendre la parole, parfois au moment opportun, parce que certaines fois, les jeunes ont des paroles un peu désordonnées et balancent des choses au moment où c'est pas le moment. Donc, le tuteur, il est là dans toutes ces acceptions-là. Il est là aussi pour assurer lors d'un contrôle. Enfin, voilà, c'est l'adulte privilégié, choisi par le jeune avec lequel il a envie d'entrer en relation durant une année. Alors, ça se construit, les adultes peuvent échanger dans l'anonymat aussi sur certaines choses qui ont été confiées, viennent me voir parfois, parce que dans le cadre du tutorat, il y a des choses qui sont dites, et moi, je suis le garant de toute cette parole qui est prise aussi, parce que les adultes, parfois, sont bien embarrassés de cette parole qui s'est libérée, mais le tuteur, c'est vraiment l'adulte référent choisi et argumenté par le jeune. Justement, enfin, grâce à ce tutorat, donc l'enfant a finalement enfin, il y a cette question sur durabilité que suggérait aussi Myriam avec cette idée de relation de confiance qui s'installe dans la durée. Et il a aussi donc l'assurance voilà, d'avoir quelqu'un à qui il pourra, parler, et livrer ce qu'il a à dire à n'importe quel moment. Et ça, je trouve que c'est assez important et assez, je pense, que ça doit beaucoup aider, justement
vos élèves, mais justement, enfin, ça permet aussi de poser une certaine base d'entente parce que finalement, vous parliez de rencontres, d'entente, donc je trouve que c'est des termes qui reviennent et qui sont assez, aussi parlants, évocateurs et justement, Isabelle, comment, les bases de l'entente aussi qui sont posées donc dans le cadre du paradigme de l'entente et de la médiation, peuvent aider aussi, les enfants en fait qu'Anne Séverine ou qu'Estelle peuvent côtoyer dans le quotidien professionnel respectif qui sont pas les mêmes, mais qui finalement en fait se font écho, comme on peut le voir depuis le début de cette table ronde. En fait, à vous écouter, moi, j'identifie qu'il reste encore une place qu'on n'a pas explorée, c'est celle de cette liberté d'expression. C'est cette place de donner à l'enfant un environnement qui va, vous le disiez tout à l'heure, non jugeant, en enlevant toutes les contraintes vers lesquelles il pourrait lui-même imaginer qu'il se bloque face à ces contraintes, hein, parce qu'il les a certainement vécues aussi. Et donc, un environnement qui soit totalement neutre, impartial et indépendant, et bien entendu confidentiel, apporte une autre dimension qui permet après à l'enfant à pouvoir mieux s'exprimer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai remarqué avec quelle facilité, quand vous avez fait des petites vidéos qu'on verra tout à l'heure, avec quelle facilité ces jeunes-là, aujourd'hui, sont prêts à pouvoir discuter avec presque n'importe qui. Et parce qu'en fait, ils ont structuré une façon de poser les problématiques ou les difficultés ou les facilités qu'ils ont à aller vers quelque chose ou ne pas vouloir y aller. Et tout d'un coup, bien, il y a des perspectives qui s'ouvrent qu'ils n'avaient pas auparavant. Et là, je pense qu'on fait un grand pas en avant. C'est-à-dire que nous, en médiation, on aborde en premier lieu la partie du ressenti de ce qui se passe chez la personne quand elle est dans cette situation de doute, qu'elle a perdu confiance en elle. Et en fait, c'est d'abord, avant tout, d'apprendre à se faire confiance pour pouvoir ensuite avoir cette homéostasie qui va nous permettre de ne pas prendre pour soi ce qui n'est pas à soi, en fait. Et comme on disait tout à l'heure, de rester à sa place. Justement, Isabelle nous a fait un petit teaser sur les vidéos parce que depuis tout à l'heure, on parle de la parole de l'enfant. Finalement, peut-être que le meilleur moyen d'en parler, c'est de leur donner la parole. Donc, les élèves en fait, de l'établissement d'Estelle, certains, enfin en tout cas, ont été choisis. Ils se sont bien volontiers prêtés au petit jeu de questions-réponses qu'on leur a posé. Donc, je vous propose d'écouter leur témoignage justement sur cette capacité à faire entendre leurs paroles au sein d'un établissement scolaire. On se retrouve donc juste après. Ça se passe très bien, on peut facilement leur parler, ils sont disponibles souvent, très souvent, et ça se passe très très bien. Qu'est-ce qui a aidé à établir une bonne relation et à libérer cette parole, à avoir une facilité à parler avec les adultes? Leur confiance, et on sent qu'ils sont plus proches de nous et qu'ils essayent de nous aider. Et voilà, moi c'est ce qui m'a aidée. Je me suis sentie mieux, je me suis sentie plus acceptée, aidée en fait. Non, c'est le premier collège que ça se passe comme ça, que je peux parler facilement au professeur, sans peur, voilà. C'est la première fois. Oui, parce que je pouvais poser des questions au professeur sans que je sois ridicule ou voilà, parce qu'on m'aidait et il n'y avait pas de honte à avoir sur mes questions ou les choses comme ça. Ça sert à lui parler, on peut aussi lui dire que ça va, que voilà. On peut lui parler si ça va pas,
ou si ça va, on peut lui dire aussi. Et puis d'avoir une bonne relation avec aussi. D'accord. Est-ce que quand tu parles avec ton tuteur, sans rentrer dans le détail bien sûr, tu parles plutôt de choses scolaires ou tu viens aussi à parler de choses qui sont plus personnelles? Oui, des fois je parle des choses plus personnelles parce que j'ai confiance. Ah oui, bah oui, surtout moi. Surtout toi, explique un petit peu pourquoi Parce que moi, avant, j'avais pas trop confiance, maintenant, je parle beaucoup. Mais je parle pour dire des choses intelligentes, la plupart du temps. Et pourquoi avant tu n'avais pas confiance? Qu'est-ce qui a changé? Je sais pas, avant, pour nous, les profs, c'était des profs, ils étaient méchants. Maintenant, c'est pas méchant, les profs. Ils sont gentils, les profs. Et qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis sur les profs? Parce que les profs, ils nous écoutent mieux, ils nous aident plus. Si on a besoin d'eux, entre midi et 2, ils prennent pas leur pause et ils viennent nous aider. Enfin, voilà quoi. Je trouve que c'est important parce que ça nous permet de savoir à qui on peut se confier. Enfin, on les choisit parce que c'est ceux qu'on aime le plus, qu'on préfère. Donc on a plus de facilité à leur parler. D'ailleurs, on leur parle. Enfin, moi, je leur parle. Super bien parce que les professeurs sont à l'écoute en général. Puis même, je trouve ça assez sympa, on peut discuter avec eux librement de à peu près tout ce qu'on veut. C'est super simple, dès qu'on a un problème ou une question, on peut aller les voir, ils sont toujours là, ils ont une oreille attentive pour nous répondre. Non, parce que déjà tous les adultes ne sont pas autant à l'écoute. Des fois, il y en a qui viennent juste pour travailler parce que c'est leur travail, ils viennent pas pour les élèves, ils viennent parce qu'ils n'ont pas le choix, ils font ce qu'ils ont à faire et repartent. Là, on sent vraiment que les professeurs, ils ont quelque chose à transmettre et qu'ils veulent nous transmettre comme il faut. Donc, c'est juste génial quand on peut leur parler librement de tout ce qu'on veut et ils nous écoutent et ils nous répondent. C'est une libération en soi parce que plutôt que du coup de tout garder pour soi, on peut tout sortir pour tout le monde, enfin pour tout le monde. Pour les professeurs, on ne garde pas tout ça à l'intérieur et c'est quand même vraiment quelque chose d'incroyable. On se sent plus léger tous les jours, on n'a pas le stress d'aller à l'école, on est content. Il y a des cours où même si on n'est pas fan de la matière à la base, on est content de le faire parce qu'on a un bon professeur. On se sent plus léger en fait. On se parle beaucoup avec les profs. Quand on a un problème, les profs ils sont souvent là pour nous. Ils nous aident beaucoup, on leur parle. Puis, c'est pas des profs normaux. Ils nous. On fait plein d'activités avec eux. Qu'on fait pas dans notre collège. Ils préparent des activités dans leurs heures de pause pour nous et tout et tout. Ça me donne plus envie de travailler déjà, faire plus d'efforts, puis y arriver. Alors peut-être pour sonder un peu vos réactions, je voudrais d'abord peut-être me tourner vers Anne-Séverine. Justement, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces témoignages? Voilà, qu'est-ce qui vous a frappé? Quels sont peut-être les mots ou enfin, voilà, qu'est-ce que vous retenez s'il y avait à retenir, je sais pas, une phrase ou un mot ou une impression? Déjà, dans leur posture, on lit la fierté de participer à un événement comme aujourd'hui et de pouvoir s'exprimer avec des bons mots qui leur viennent facilement. Il n'y en a pas un seul qui hésite dans ce qu'il aurait envie de dire. Ils le disent clairement et ils ont cette confiance en eux, parce que ça revient beaucoup, la confiance en eux qui leur a été transmise. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute. Et je trouve que c'est la richesse de toutes leurs interventions, c'est que sur le fond même de ce qu'ils disent, ils sont tous contents de ce qui s'est passé, d'avoir pu s'exprimer, d'avoir pu avancer dans leur vie, dans leur parcours, etc. Mais c'est cette façon de la transmettre qui est formidable. Enfin, c'est de vrais bijoux, je trouve, en termes d'expression, en termes de place,
parce qu'ils ont leur place, même s'ils sont petits, encore là, ils sont grands, il n'y a pas d'infériorité qui en ressort. C'est j'ai envie de dire, je dis, j'en ai profité, c'était pas facile au début, mais j'ai profité de ce système-là, j'ai pu le comparer au système que j'ai connu avant et j'en tire parti. À partir du moment où les enfants tirent parti de ce qu'ils reçoivent, déjà, c'est qu'on leur a donné de bonnes choses et qu'ils ils les ont appropriées et ils peuvent maintenant les distribuer. Voilà, très positif. Tout d'accord et même, quand certains, parfois hésitent un peu sur les mots ou comment dire, on a l'impression finalement qu'un adolescent, disons, qui n'aurait pas eu la chance de profiter de tels dispositifs, se serait arrêté à: «Je ne sais pas comment dire» et point. Et là, ils cherchent leurs mots et rebondissent et le disent finalement d'une manière, enfin, sans filtre et sans se dire: «Bah, en fait, je vais dire une idiotie» et puis à la rigueur même je la dis quand même et c'est vrai qu'il y a cette confiance-là qui transparaît. Moi, ce qui m'a frappé aussi, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, c'est aussi la enfin, celui qu'on ne voit pas, celui qui est derrière la caméra et qui justement, enfin, aussi libère, enfin, participe aussi à libérer cette parole à ce moment précis de l'enregistrement, les met en confiance parce que j'imagine qu'avec une caméra, c'est encore plus difficile, de s'exprimer. On en est la preuve aujourd'hui. Mais justement, je m'interrogeais, Estelle, sur la formation justement, que reçoivent en fait aussi, du coup les enseignants et toute l'équipe éducative et peut-être même aussi enfin les élèves eux-mêmes, pour recueillir en fait cette parole et pour être à l'écoute aussi. Enfin, quels sont les est-ce qu'il y a, je sais pas, pas des programmes, en tout cas un accompagnement, des formations, qui sont proposées à l'équipe éducative? Alors, plusieurs choses sont mises en place chaque année. Dans un premier temps, j'ai la chance de pouvoir réunir mon équipe chaque vendredi durant 2 à 3 heures de réunion. Donc, c'est un moment où nous aussi, en tant qu'adultes, on peut échanger, on peut libérer notre parole et on peut vraiment faire le point sur l'ensemble des élèves et éventuellement évoquer les points de tension ou les difficultés ou aussi et surtout, et c'est ce qu'on préfère faire, les réussites de chaque jeune et de les accompagner dans leur cheminement avec nous. Donc cette première étape qui est la concertation hebdomadaire permet vraiment de se sentir aussi écouté par ses pairs. Dans un second temps, a lieu également, enfin, je demande à ce que des professionnels puissent venir échanger, partager et instruire, si le terme est un peu fort, mais c'est important, les enseignants. C'est-à-dire que je banalise aussi certaines demi-journées suite à une remarque d'un enseignant ou à une interrogation. Je me dis là, il y a un manque dans la formation. Récemment, par exemple, j'ai fait intervenir quelqu'un de la RPFE, enfin, l'aide sociale à l'enfance, parce que certains enseignants étaient venus me voir en me disant là, je suis démunie, j'entends le jeune qui parle de tel ou tel service et moi je ne m'y reconnais pas, je ne sais pas quels sont les services qui accompagnent les jeunes au quotidien. Donc voilà, quelqu'un est venu durant une demi-journée expliquer bien les rouages de l'aide sociale à l'enfance. Voilà, c'est à moi aussi de recueillir la parole des adultes et aussi des enfants, mais des adultes, et de dire voilà, quels sont les besoins aussi de mes enseignants et de mon équipe plus généralement. Je veille aussi à ce que la formation ne se limite pas à l'équipe enseignante, puisque nous sommes une grande maison avec quand même 25 adultes qui prennent en charge une centaine d'élèves, et je trouve que l'agent d'entretien a aussi besoin d'entendre parler des jeunes qu'il voit tous les jours, de comment les prendre en charge, parfois de comprendre certaines de leurs réactions. Je leur confie aussi quelquefois des jeunes qui sont sortis de classe parce qu'à un moment donné, c'est compliqué et qui apprennent avec l'agent d'entretien polyvalent ou l'agent de restauration. Donc, je crois que c'est vraiment très important que chacun puisse être formé face aux jeunes qu'il rencontre tous les jours. Et puis,
Autre point, je suis très à l'écoute, je me montre toujours disponible aussi pour des échanges. Mon bureau n'est pas une tour où on n'arrive jamais, mais bien au contraire, j'ai un bureau qui est central dans l'établissement parce que ce soit les jeunes ou les adultes, il y a toujours un moment où je peux les écouter, où j'aime les rencontrer aussi, et je crois que ça établit aussi ce climat de confiance. Mais évidemment qu'il faut former les adultes. Avec le temps, on a aussi un réseau de partenaires locaux que l'on peut solliciter si on a une interrogation, une question. Voilà, on travaille beaucoup avec la gendarmerie aussi de notre secteur parce que c'est très important. Parfois, quand on n'a pas la réponse judiciaire ou qu'on est un peu perdu, c'est aussi important d'avoir leur réponse. Et vous, peut-être, justement, cette idée en fait d'un écosystème, enfin, ce que dit Estelle, finalement, c'est qu'il n'y a pas un adulte, il y a des adultes, il y a des écosystèmes, donc ces enfants-là aussi sont bien entourés. Mais peut-être vous, je ne sais pas, Myriam, Isabelle, quels sont les mots d'enfants qui vous ont frappé, justement, et qu'est-ce que vous retenez de ces interventions? Bon, peut-être d'interroger aussi la place de l'adulte, parce que finalement, leurs mots, en fait, mettent en avant, je trouve aussi, la place de l'adulte. C'est un adulte qui a su recueillir à un moment donné leurs paroles, qui a su adopter la bonne posture, le bon positionnement. Tout à l'heure, Anne-Séverine parlait d'un rééquilibrage et je trouve que c'est assez frappant. Donc, je ne sais pas, peut-être Myriam, si vous souhaitiez réagir. Et moi, je suis aussi enthousiaste que Maître Godet aussi. Et merci, merci Estelle de nous avoir permis de visionner tous ces élèves, tous ces jeunes. Alors moi, je retiendrai le mot légèreté parce que c'est aussi ça, c'est cette légèreté, notamment Antoine qui est voilà, dans son expression, dans cette, en fait, il a retrouvé de la liberté et c'est de cela dont il a envie de transmettre. Et quand on est un adulte, ben voilà, très, très attentif à la relation, je crois que c'est vraiment important. C'est vraiment la légèreté. Et puis, il y a, moi, cette phrase de Manon, je l'ai notée, qui a dit, eh bien, si ça va, on peut le dire aussi. Et bien, là, on est aussi dans cette légèreté, dans cette dédramatisation. Et ça, c'est important pour justement aller dans le projet, sur l'avenir. Voilà ce que j'ai retenu vraiment de ces témoignages. Isabelle? Et moi, je voulais dire merci à Alexandre, à Antoine, à Lucie et à Manon, parce qu'en fait, voilà, on a le témoignage que c'est possible, c'est peut-être inimaginable, mais qu'en fait, on peut en ayant une structure, en ayant un cadre juridique, en ayant un cadre technique, eh bien, on peut avancer dans un projet qui est son propre projet. Et là, eh bien, il nous ouvre la porte à de la réflexion, à une envie de vouloir participer à quelque chose. Et voilà, oui, ça donne de l'énergie, ça donne envie d'avancer. Et pour tout ça, un grand merci. Peut-être, justement, j'en profite peut-être pour rebondir sur cette idée de projet, justement, l'avocat aussi, peut-être, qui est le premier confronté finalement enfin, qui est peut-être dans la gestion en tout cas du passé, du présent, justement, comment il peut se positionner aussi pour accompagner en fait l'enfant en fait dans ce projet-là, ne pas être peut-être enfermé aussi dans un passé finalement qui peut le poursuivre, qui peut le hanter. Et question subsidiaire, pardon, mais justement, quels sont les éléments que l'adulte doit mettre en amont justement pour recueillir la parole de l'enfant et peut-être rester aussi en tant qu'adulte à sa place et en tant qu'adulte avocat. Mais voilà, enfin, 2 questions, enfin, vous répondez, enfin, celle que vous préférez, Anne-Séverine. Alors, c'est vrai que dans nos postures ou autres, bon, je dirais que le plus simple, c'est d'être bienveillant. Je pense qu'à partir du moment où on est bienveillant, l'enfant parle ou exprime ses silences. Et ça, c'est important parce que c'est vrai que les silences des enfants sont aussi très importants. Il faut savoir les accueillir, il faut savoir leur laisser le temps, peut-être de prendre toute la place. Et puis, à un moment, ça se libère.
Et on en arrive après à cette légèreté dont on parlait. C'est vrai que l'adulte ne doit pas juger, il ne doit pas investiguer, il ne doit pas interpréter. La posture du médiateur dans sa neutralité et dans son ouverture à l'autre, ça, vous possédez tous ces domaines-là. C'est que l'enfant doit être lui-même. Il ne doit pas être dans la quête de répondre à un adulte. Moi, j'attends pas de réponse. J'attends pas quelque chose de l'enfant. L'enfant attend des choses de moi, puisqu'il vient me voir. Donc, moi, je lui apporterai ce dont il a besoin au moment où il en a besoin. Parce que, comme vous le dites, il y a un passé qui est révélé ou un présent qui est mal compris. Et puis, il y a un avenir, alors là, qui est totalement incertain. Alors, moi, j'ai les clés de la procédure, j'ai les clés du temps de la procédure, qui n'est pas du tout le temps de la vie concrète et réelle. Donc, il faut faire avec tout ce panel-là pour que l'enfant se sente bien au moment où il est là, où il sait que plus tard aussi, pour l'instant, ce n'est pas terrible, mais plus tard, il aura lui aussi les clés de tout cet environnement qu'il a complètement dépassé pour pouvoir être plus fort et pour pouvoir s'affirmer. Et à partir de là, nous, ça se sent, l'enfant, on sent les besoins de l'enfant. Si on ne s'amuse pas à les interpréter, si on ne s'amuse pas à dire « écoute, j'ai la solution, t'inquiète, je m'en occupe », non. L'enfant, t'es qui toi? Je t'ai jamais vu. J'ai vu 40 000 personnes avant toi, donc qui m'ont tenu des discours différents. Et voilà. Et nous, on n'est pas là pour une répétition. On n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour que l'enfant se dise « ah l'autre fois, il y en a un, il a mal réagi. Est-ce que toi, tu vas mieux réagir si je te dis ça ?» Moi, non. N'attends pas une réaction de moi. Dis-moi juste ce que tu veux me dire et ce que tu attends de moi. Parce que l'enfant a vraiment des attentes vis-à-vis de l'adulte et du professionnel. S'il parle, c'est que l'environnement est fait pour qu'il parle et que l'on puisse répondre à toutes ces attentes. Voilà. Après, je ne sais plus la question initiale. C'est pas grave, c'est peut-être juste pour justement peut-être pour conclure sur cette idée de projet, peut-être redonner la parole à Estelle, justement, vous êtes au cœur de ça, en fait, justement, sur cette idée de projet, parce qu'en France, on aime beaucoup parler de projets professionnels et voilà, il faut toujours avoir cette idée de projet professionnel, c'est un peu presque l'obsession un peu nationale. Justement, comment vous accompagnez, en fait, ces enfants-là aussi pour surconstruire, en fait, cet avenir, parce que vous les prenez avec leur passé, vous vivez avec eux dans le présent et justement comment on les accompagne aussi sur ce projet et sur l'avenir, entre guillemets, on leur ouvre des perspectives. C'est déjà leur apprendre à comprendre où ils en sont. C'est-à-dire à s'ancrer dans la réalité, à mettre les deux pieds sur le sol et se dire voilà, je suis une belle personne humaine, j'ai un potentiel qu'on me dit. Lorsque je rencontre les jeunes, beaucoup de parents ou d'éducateurs ou d'accompagnants sont sidérés que je m'adresse uniquement à l'enfant lors de la première rencontre. Et souvent, on voit le jeune qui regarde de part et d'autre avant de s'adresser à moi et de me dire ah, tiens, c'est à moi qu'elle parle ou c'est bien à moi qu'elle s'adresse. Et souvent, je dis à l'enfant, surtout ne me dis pas ce que tu penses que j'ai envie d'entendre. Et ça, à Massabielle, on leur apprend ça, à avoir, vous l'évoquiez tout à l'heure, mais avoir une parole vraie, c'est-à-dire ils n'ont pas à nous plaire, ils n'ont pas à nous... voilà, ils ont juste à dire ce qu'ils pensent, après à nous de leur apprendre les formes pour le dire, à nous de leur apprendre les moments pour le dire, et en plaçant déjà toute cette base, on leur permet de voir vers l'avenir et de se dire qu'on peut avoir des rêves et qu'il ne faut surtout pas entendre les gens qui nous disent mais tu rêves, tu n'arriveras jamais à atteindre ton rêve. Bien sûr que si on s'en donne les moyens. Et petit à petit, l'enfant, comme le disait Myriam, est intelligent, l'enfant réagit, l'enfant pense et petit à petit, c'est à lui de réajuster son rêve. C'est surtout pas à nous en tant qu'adultes à lui dire mais tu l'atteindras jamais. Et qui nous sommes pour lui dire ça d'ailleurs. Et je crois que la bienveillance, qui est souvent un mot fourvoyé, me semble-t-il aujourd'hui, mais la bienveillance dans le sens de veiller
au bien de l'autre, c'est très important. Et du coup, tu veux être gardien de la paix, mais sois gardien de la paix. Et puis même si pour l'instant tu n'as pas la taille pour l'être, je crois qu'il faut aussi leur donner des réponses saines, des réponses justes, en disant effectivement, on regarde tes résultats en mathématiques, être scientifique, ça va être difficile. Mais est-ce qu'il n'y a pas un autre métier qui te permettrait quand même de faire... Enfin voilà, c'est l'accompagner au quotidien, ça c'est le rôle du tuteur, c'est aussi le rôle des adultes de prendre au sérieux la parole et de lui accorder sa place. Je ne sais pas si je réponds exactement à votre question, mais... C'est l'idée en fait finalement que la parole est aussi porteuse aussi de perspective. Finalement c'est ça aussi, c'est que la parole de l'enfant quand il exprime ses rêves ou ses désirs, etc. Ne pas tout de suite lui faire un nom de non-recevoir. Finalement c'est aussi écouter cette parole-là, et je trouve que c'est aussi important finalement. La parole de l'enfant ne doit pas être dans le monde judiciaire, mais ailleurs, ne doit pas être qu'associée au traumatisme ou à ce qu'il a pu vivre de moins bien dans sa vie. En tout cas, on pourrait en parler, je pense, pendant des heures, mais je pense qu'il va falloir qu'on s'arrête là malgré tout. En tout cas, j'espère que vous qui nous regardez, on vous a permis de vous interroger, vous aussi, sur la place de l'enfant, sur la vôtre aussi en tant qu'adulte, sur la parole, sur notre manière de l'écouter, de la recevoir, de l'entendre aussi, puisqu'on a toujours l'habitude pour dire que écouter et entendre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et en tout cas, je peux que vous encourager à nourrir encore davantage votre réflexion en suivant les autres tables rondes de cette journée internationale de la médiation professionnelle. Et moi, en attendant, je tenais à remercier donc nos 4 intervenantes qui nous ont éclairés sur cette question et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à échanger, à partager aujourd'hui et lors de nos réunions de préparation. Et voilà, donc je tenais à vous remercier encore, donc Isabelle, Anne-Séverine, Estelle et Myriam. Et voilà, et je vous souhaite donc une bonne journée internationale de la médiation professionnelle. En tout cas, merci beaucoup et au revoir à tous. Merci Marianne. Merci.